Alors, je voudrais présenter maintenant le nouvel atelier ou la nouvelle conférence, donc, qui s'appelle Troubles de l'alimentation, de la déglutition et rééducation bucco-faciale, et puis installation à table et aide technique. Alors, cette présentation fait suite à un travail de fond que Dominique Crunel et Muriel Maire, qui travaillent toutes les deux bénévolement au sein de notre conseil paramédical et éducatif, je les en remercie d'ailleurs, ce travail de fond qu'elles font depuis plusieurs mois et qu'elles ont effectué en suivant ou en observant des enfants ou des adultes Angelman, soit dans leur pratique, mais bon, c'est évidemment, puisque c'est une maladie rare, la pratique n'est pas si fréquente que ça, soit en se déplaçant dans un IME dont on va parler demain matin, qui s'appelle le CME Les Mésanges et qui accueille, comme par hasard, 8 enfants Angelman, et donc qui a, disons, un vivier pour les professionnels. Et dans ce CME, les professionnels qui souhaitent et qui sont introduits par l'AFSA peuvent aller, sans perturber évidemment le fonctionnement, observer sur place les enfants. Et puis il y a eu aussi la production de petits films de la part des familles, petits films qui ont été très très intéressant et que Muriel Maire et Dominique ont utilisé pour faire affiner l'étude des enfants. Donc cette étude a permis de faire ressortir quelques préconisations avec des films à l'appui. Je vous laisse regarder, écouter, et puis je suis sûre qu'après vous aurez de nombreuses questions. Donc place à Dominique et à Muriel. Merci. Eh bien, bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier Denise et les organisateurs de ces rencontres pour leur confiance, et puis les parents, bien sûr, qui sont avec nous aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Dominique Crunel, je suis orthophoniste. J'ai tout au long de ma carrière travaillé avec des personnes en situation de grand handicap, de handicap complexe, en particulier dans le domaine du polyhandicap, avec deux grandes problématiques, la communication et toutes les difficultés d'alimentation, de déglutition si fréquentes chez ces personnes. J'ai donc travaillé cliniquement auprès de ces enfants et adultes. J'ai fait beaucoup de prévention dans des centres de néonatologie, et puis j'ai pris la direction de l'Institut d'orthophonie en faculté de médecine que j'ai gardé pendant 20 ans. Ce qui m'a permis de mettre en place une dynamique de recherche clinique. Je n'ai pas du tout la prétention de rivaliser avec la présentation précédente qui m'a beaucoup intéressée et qui intimidait quant à ce que je pouvais, moi, vous apporter derrière. Il y a quelque temps, donc j'ai été contactée par l'AFSA pour intégrer ce conseil paramédical et éducatif. J'étais au départ un peu réticente, non par manque d'intérêt, mais parce que j'avais l'impression de ne pas être une grande spécialiste de ce syndrome, même si par ailleurs, évidemment, tout au long de ma carrière, j'ai rencontré très régulièrement des personnes porteurs du syndrome d'Angelman. Et puis, je suis allée un peu pour voir. Et puis, j'ai été très séduite par la dynamique, par la richesse des rencontres, et puis par le fait aussi que j'ai toujours voulu travailler avec les familles. J'ai toujours considéré que c'était incontournable, toujours veillé à impliquer les familles le plus possible dans ce que je pouvais proposer. Les aidants naturels, c'est comme ça qu'on appelle maintenant les familles un peu élargies quelquefois d'ailleurs, et puis les aidants professionnels aussi, dans tous les professionnels du quotidien auxquels quelquefois vous passez le relais quand votre enfant grandit et entre en institution. Et donc au niveau de l'AFSA, j'ai trouvé ce lien très très fort et qui m'a tout à fait convaincue qu'il était important de s'y investir. Voilà, donc je suis maintenant bien ancrée dans ce conseil paramédical et éducatif dont j'ai accepté la présidence qu'on a bien voulu me confier lors de la dernière rencontre. Voilà, je laisse Muriel Maire se présenter. Donc je suis ergothérapeute. J'ai travaillé en IME, en foyer d'accueil médicalisé, en ayant plus particulièrement assuré des bilans, des prises en charge individuelles d'enfants, d'adolescents, d'adultes ayant
un polyhandicap, en lien étroit avec les familles. Beaucoup de temps imparti à des conseils pour ce qui est de la manutention, malheureusement souvent dispensés au domicile avec des mamans qui étaient déjà en arrêt, avec une ceinture lombaire. Autrement dit, on n'est plus dans la prévention, mais on essaye d'intervenir quand même, en mettant en place des équipements souvent proposés avant, mais non retenus avant. Et puis, conseil au niveau des aménagements de véhicules et autres. Mais là, je suis vraiment attendue par rapport aux troubles de l'alimentation, les installations à table, les aides techniques. J'ai cherché à être présente, toujours en lien avec les éducateurs, avec les psychomotriciens, avec les kinés, dans les établissements où j'ai travaillé. Voilà, donc nous allons prendre la parole l'une après l'autre sur ce sujet, la déglutition et l'alimentation. Donc je vais quand même vous présenter dans un premier temps ce que c'est que l'alimentation, ce que c'est que la déglutition, parce que constater ça semble extrêmement naturel. Hein, on prend un repas à table ensemble et on pense à tout un tas d'autres choses qu'à la manière dont on va déglutir. Et puis quand on se trouve avec un enfant qui a des difficultés, ma foi, on ne sait pas très bien ce qui se passe et pourquoi. Est-ce que c'est comportemental? Est-ce que c'est moteur? Est-ce que c'est un problème de sensibilité? Est-ce que c'est un problème de goût? Voilà. Donc, je crois que c'est important d'abord de comprendre comment ça se passe, pour ensuite essayer de comprendre quelles sont les difficultés éventuelles que l'on peut rencontrer. Alors bien sûr, vous le savez bien, l'alimentation, elle est culturelle et elle est relationnelle. C'est très important que de prendre un repas dans une ambiance conviviale. Quand on est un peu déprimé, un peu fatigué, c'est le meilleur moyen de retrouver énergie. Elle est aussi, cette alimentation, motrice, et elle repose sur des compétences sensitives. Et c'est un petit peu sur cet aspect-là que je vais baser cet exposé ce matin. Donc la déglutition, c'est l'acte d'avaler les aliments, les boissons, mais aussi la salive. Et il ne faut pas oublier cette déglutition salivaire. On considère qu'en moyenne, on avale la salive environ 2000 fois par jour, de manière complètement automatique. Vous voyez que 2000 déglutitions, c'est quand même pas rien. Heureusement, c'est complètement automatisé. Hein. Et ça, c'est pas inutile de le remettre dans un petit coin de la tête. C'est automatisé. Imaginez-vous si depuis ce matin, là, si vous avez fait 400 ou 500 déglutitions là depuis que vous êtes arrivé, simplement salivaire, plus le café, etc. Imaginez que vous ayez dû penser chaque fois, ah oui, tiens, là, j'ai de la salive dans la bouche, il faut que je l'avale, donc il faut que je ferme la bouche, il faut que je monte un peu la langue. Si nous étions dans cette situation, nous serions tous à la fois psychiatriques et déficients intellectuels, parce qu'on n'aurait pas trop la possibilité de penser à autre chose. Ça veut dire que, heureusement que c'est automatique. Et ça veut dire que l'objectif avec une personne qui a des difficultés, c'est bien de le rendre automatique. Et très régulièrement, on me dit, mais vous voyez bien qu'il le fait exprès, il est là assis à côté de moi depuis 10 minutes, je lui demande de bien déglutir sa salive, il avale bien, il n'est pas sitôt dans le hall, il se remet à baver. Il a bien raison, il a autre chose à faire dans le hall, d'accord, que de penser à la déglutition salivaire. Donc notre objectif, c'est toujours d'aider à une automatisation la meilleure possible. Et puis, de ne pas demander de contrôle volontaire, sauf quelquefois dans des situations tout à fait particulières. Alors, cette déglutition, elle comporte trois temps successifs. Il y a le temps buccal. Alors, le temps buccal, évidemment, c'est celui que l'on voit. C'est aussi celui sur lequel on peut intervenir quand on est dans une démarche éducative ou rééducative, qui est un temps aussi automatique et réflexe la plupart du temps. Sauf si vous aviez la bonne idée de m'offrir un chocolat fin, par exemple. C'est sûr que là, je ne vais pas avaler de manière réflexe. Je vais essayer d'analyser la qualité de ce chocolat. Sinon, la plupart du temps, on est dans une démarche tout à fait, dans une activité tout à fait réflexe. Le temps pharyngé, donc le bol alimentaire, la salive, arrive au niveau du pharynx. C'est un temps dangereux, mais automatique. Et puis le temps œsophagien,
qui est lui complètement automatique et réflexe et qui échappe à nos prises en charge éducatives et rééducatives, qui devient un temps tout à fait médicalisé. Alors le temps buccal, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un temps qui évolue au fil du développement de l'enfant. Quand un bébé vient au monde, vous savez bien que lorsque vos enfants sont nés, le premier réflexe c'est la respiration, le deuxième c'est la succion, qui à la naissance donc est réflexe. Et puis très vite, l'enfant s'approprie sa succion, il la transforme en schème moteur, ça veut dire qu'il va l'utiliser quand il le souhaite. Et c'est le moment où vous dites quelquefois, en tant que parent, tout petit, il finissait à peu près son biberon, il prenait son médicament sans problème majeur, et puis là maintenant, à 2-3 mois, j'ai beaucoup plus de mal, le médicament, j'arrive plus à le lui donner, c'est tout simplement parce que la succion n'est plus réflexe, et que quand il trouve que c'est pas bon, il repousse avec la langue, et voilà, que son comportement devient plus important. Et à ce moment-là aussi, au moment où il va mettre en place cette succion nutritive devenue schème moteur, l'enfant développe la succion non nutritive. La succion non nutritive, c'est la succion de l'apaisement. Je prends un doudou, je prends mon pouce, je prends une tétine. C'est aussi la succion de découverte. Vous savez, un enfant un tout petit n'a pas une main outil, il a une bouche qui découvre. Et donc, quand il est tout petit, c'est par la bouche qu'il découvre tout un tas de paramètres, de goût, de température, mais aussi de consistance. Et donc, c'est une période extrêmement importante que cette période de découverte, finalement, de son environnement par la bouche. Et puis, ce bébé, il tète, plus ou moins bien, plus ou moins efficacement, mais il tète, il arrive à s'alimenter par la succion. Et quand cette succion n'est pas possible, il peut y avoir quelquefois une compensation par une sonde essentiellement nasogastrique, mais la plupart du temps, la succion est présente. Et puis un jour, maman se dit, il serait peut-être temps, je dis maman, excusez-moi pour les papas, c'est quelquefois les papas, mais bon, l'un des parents donc se dit, c'est peut-être le moment d'introduire la cuillère. Et ça, on le fait sans avoir besoin de lire ni Laurence Pernoud, ni Françoise Dolto. C'est transmis au fil des générations. On sait bien qu'il faut introduire cette cuillère. On met la cuillère au bord des lèvres. Bébé vient chercher un petit peu ce qu'il y a dedans. Et puis, on lui met cette cuillère dans la bouche. Et bébé s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais que sa succion ne marche pas. Et donc, il va falloir qu'il mette en place une nouvelle motricité pour apprendre à manger dans la cuillère de la manière la plus efficace possible. En moyenne, dans la population ordinaire, on considère que la déglutition secondaire, c'est-à-dire cette déglutition à la cuillère de manière facile et automatique, s'instaure vers 2 ans. Elle peut sans problème se poursuivre jusqu'à 3 ans et demi, cette construction. Et dans tous les cas de figure, la déglutition secondaire ne sera parfaite qu'à 7-8 ans. Vous voyez que c'est déjà très important de l'entendre parce que ça veut dire qu'avec un jeune enfant, quel qu'il soit, on a jusqu'à 7-8 ans pour être dans une construction normale sur un mode éducatif et non rééducatif. D'accord ? Et donc ça, c'est tout à fait important d'apporter les stimulations utiles pour que l'enfant, peu à peu, construise sa déglutition secondaire. Après, on peut évidemment continuer à intervenir pour essayer de modifier le mode de déglutition qui s'est instauré, mais on sera plutôt dans une approche rééducative. S'il y a des difficultés au-delà de 3 ans et demi, on va parler de déglutition atypique. Je reprécise ces termes pour que vous sachiez quelquefois lire un dossier ou comprendre ce qu'on dit autour de vous. La déglutition primaire, pour moi, c'est donc une période normale. C'est cette construction progressive de la déglutition secondaire. Quand on a dépassé l'âge auquel cette déglutition secondaire devait être installée,
Moi, je parle de déglutition atypique pour ne pas confondre ce qui est normal dans le développement et ce qui est signe d'une difficulté. Alors, ce temps buccal, évidemment, il va reposer sur des compétences sensitives et motrices. La sensibilité, c'est ce qui vous permet d'analyser ce que vous avez dans la bouche et de l'avaler. Par exemple, il y a une grande question, pourquoi est-ce que j'avale ma salive ? Tout simplement parce que j'ai des récepteurs dans la bouche qui me signalent qu'il y en a suffisamment pour que je la déglutisse et que si je n'avale pas, le risque, c'est qu'à ce moment-là, je bave. D'accord ? Parce que je ne sens pas qu'il y a suffisamment de salive et qu'il est temps de la déglutir. Donc, si j'ai une hyposensibilité, je ne sens pas ce que j'ai dans la bouche. Le problème, c'est qu'il y a un gros risque de bavage. Le problème, c'est que les repas risquent fort d'être très longs. Et ça, c'est un des premiers signes de l'hyposensibilité qui est quand même extrêmement fréquente lorsqu'on a un syndrome Angelman. On ne sent pas ce qu'on a dans la bouche, pas bien en tout cas. Et régulièrement, vous me dites, je ne comprends pas parce que je lui mets une cuillère dans la bouche, il ne se passe rien, j'en remets un peu et puis j'en mets une troisième petite cuillère et à ce moment-là, enfin, il avale. C'est tout simplement parce que la petite cuillère ne donnait pas suffisamment d'informations au niveau de l'épithélium buccal. Il n'y a pas d'informations suffisantes, donc il ne se passe rien. Et quand on en a suffisamment, on peut déglutir. Et qui dit repas long dit souvent endormissement. Voilà, donc le bol alimentaire n'a pas été suffisamment pris, l'enfant s'endort mais très peu, se réveille et le processus de la digestion se remet en route. Et puis, on en reparlera, mais il faut toujours bien considérer et penser que si je suis hyposensible, je suis à risque de fausse route, parce que si je ne sens pas ce que j'ai dans la bouche, évidemment, à un moment ou à un autre, ça peut couler dans le pharynx sans déclencher de réaction adaptée au niveau de la motricité. Donc, on n'est pas toujours inquiet. Vous voyez, je vois des personnes en situation de polyhandicap qui sont extrêmement toniques et qui effraient au niveau des fausses routes parce qu'on les voit dans des postures comme celle-là. Et ça, on pense vite. Risque de fausse route. On ne le pense pas toujours quand on voit quelqu'un qui est mieux installé, qui est pas trop tonique, qui réagit doucement aux stimulations, alors que finalement le risque de fausse route est présent et qu'il faut au moins l'avoir en tête. S'il y a une hypersensibilité, alors l'hypersensibilité, elle peut étonnamment d'ailleurs être présente chez des personnes qui sont par ailleurs un peu hypotones. Et donc, quelquefois, on retrouve cette hypersensibilité. Et pour avoir écouté les témoignages que vous avez bien voulu m'envoyer, pour certains parmi vous, on s'aperçoit finalement que cette hypersensibilité, elle est fréquente chez vos enfants, avec donc un nauséeux important. Alors, le nauséeux, c'est une réaction, c'est un réflexe qu'on a à la naissance et qui est normal, c'est un réflexe de défense. Vous voyez, quand vous allez chez le dentiste et qu'il est un petit peu trop vif, on déclenche un nauséeux, c'est normal. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est lorsque le nauséeux se déclenche dès qu'on touche la bouche, dès qu'on touche les lèvres, dès qu'on arrive avec un aliment un peu nouveau, un petit morceau, on a un nauséeux qui se met en place. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est toujours un signe d'hypersensibilité intrabuccale, voire d'ailleurs au niveau péribuccal, qui va souvent avec un vécu un peu difficile en néonatologie dans les premières années de vie, pour peu qu'il y ait eu une période d'alimentation par sonde, qu'il y ait eu de multiples hospitalisations pour différentes raisons. La bouche peut être vécue comme zone un peu d'intrusion, d'agression. Et puis, pour les enfants qui n'ont pas été alimentés par voie buccale dans les premiers mois de vie, encore une fois pour différentes raisons, eh bien, le fait de ne pas recevoir d'informations dans la bouche peut amener une hypersensibilité intrabuccale, alors que par ailleurs, l'hypotonie ne l'aurait pas évoqué. Donc ça, il faut savoir que c'est un problème fréquent, important, et que ça peut amener des comportements alimentaires qu'on ne s'explique pas bien, parce qu'effectivement,
il y a une incapacité à supporter des goûts nouveaux, à supporter une certaine température, à supporter le moindre petit morceau. Et vous êtes nombreux à m'avoir contacté en disant on a souvent, il ne prend que des choses très lisses. Alors quelquefois on me dit il ne prend que ce qui est sucré. Il ne prend que des petits laitages, des choses complètement lisses. Alors, toute la question, c'est est-ce que c'est le goût? Est-ce que c'est la texture? Vous voyez, ce sont des points sur lesquels il faut s'arrêter et essayer de comprendre. Alors, ce réflexe nauséeux, il est très difficile à vivre quand on est parent. Vous voyez ici, j'ai un petit garçon qui a un réflexe nauséeux très important. Et quand je vais le voir à son domicile, la maman me dit « Je savais que vous veniez pour voir un peu son repas. » Donc j'ai fait attention, j'ai préparé vraiment ce qu'il aime. J'ai préparé moi-même une petite purée, j'ai bien mixé pour qu'il n'y ait pas de morceaux dedans, etc. Voilà, elle lui amène la première cuillère à la bouche. Voyez, et là, la réaction de maman, c'est de dire « mais il y en a marre ». Hein, et finalement, elle pousse l'assiette et la cuillère en disant « c'est tout le temps comme ça, j'ai passé du temps, mais de toute façon, il est vraiment difficile, il fait ça pour m'embêter ». Non, il ne fait pas ça pour l'embêter, il est peut-être même pas difficile. Vous voyez, j'ai fait un travail de recherche avec des personnes infirmes motrices cérébrales, adultes qui communiquent et qui peuvent parfaitement analyser leurs difficultés et ce que ça veut dire. Et donc, une de mes questions, c'était, mais quand vous avez comme ça un nauséeux, ou quand vous aviez, puisque ça se résout quand même un peu au fil du développement, quand vous aviez ce nauséeux un peu systématique, est-ce que c'est parce que vous n'aimiez pas ce qu'on vous proposait? Et il y en a pas mal qui m'ont dit, mais non, mais j'adore. Hein, donc la sensibilité, ça n'est pas forcément lié au goût ou au dégoût, à l'attirance pour un aliment. Moi, je sais que si je prends quelque chose de très citronné, j'ai une réaction un peu à l'acidité. Pour autant, j'adore ce qui est citronné. Hein. Donc, il ne faut pas forcément interpréter comme il n'aime pas. Hein. Et là, la réaction de cette maman, c'est un peu ça, quoi. De toute façon, il n'aime rien. Et voilà, ne pas... Enfin, c'est compliqué au quotidien, j'entends bien. Mais essayez de ne pas faire de contresens. Alors la motricité buccale, donc quand on a une sensibilité, il faut toujours regarder quelle est la sensibilité, parce qu'évidemment, de la qualité de la sensibilité dépend la qualité de la motricité. Si je ne sens pas bien ce que j'ai dans la bouche, ma réponse motrice sera d'autant moins bonne, même si par ailleurs j'ai toutes les capacités motrices. Donc j'évalue toujours j'essaie de comprendre comment se passe la sensibilité intrabuccale. Ensuite, je regarde quelle est la motricité buccale. Pour déglutir, il faut fermer la bouche. Ça, c'est une première chose. Et voilà, si vous voulez essayer, ce midi, si vous voulez, je ferai un petit tour des tables au moment du repas. Je suis bien convaincue que tous, vous êtes capables de bien fermer la bouche. Et si on ne ferme pas la bouche, il suffit d'essayer là d'ouvrir un tout petit peu la bouche et d'essayer d'avaler la salive. Et on s'aperçoit à quel point c'est difficile. Or, vos enfants ont souvent un problème de fermeture de bouche qui n'est pas efficace. Alors, c'est pas compliqué à comprendre. Si je ne ferme pas la bouche, vous ne ferez peut-être pas, moi je vais le faire, vous voyez. J'ouvre la bouche, même un tout petit peu. Et si je veux avaler la salive, j'ai pas 50 possibilités. Je peux jeter la tête en arrière. Seulement ça, je suis pas tout à fait idiote. Là, je me mets en danger de fausse route. Donc, je vais peut-être pas reproduire trop souvent ce genre de choses. Et l'autre possibilité, c'est de faire ça. D'accord? Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je viens fermer le trou. D'accord? Puisque je ne peux pas fermer de manière efficace avec mes mâchoires et mes lèvres, je viens fermer avec la langue. Le problème, c'est que nous, très astucieusement, forcément, quand on fait ça, et qu'on a des aliments dans la bouche, ça ressort un petit peu. Et puis, ce n'est pas très social.
Donc très astucieusement, on leur dit « mais rentre ta langue ». Le problème, c'est que s'il rentre la langue, il ne peut plus déglutir. Voilà, et ça, c'est vraiment là aussi quelque chose qu'il faut essayer de comprendre pour avoir des exigences acceptables. Il faut une motricité linguale. Vous voyez, quand j'ai quelque chose dans la bouche, imaginons que je mange tout simplement un petit suisse. Vous voyez, il n'y a pas de morceau, j'ai mon petit suisse qui est là. Je prends une cuillère de petits suisses, je pose les petits suisses sur ma langue, et après la grande question, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, moi qui n'ai pas de difficulté majeure en tout cas. Bon. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien d'abord je ferme la bouche, et deuxièmement, ma langue va avoir un mouvement de propulsion. Encore faut-il qu'elle soit suffisamment tonique. D'accord? Si elle n'est pas suffisamment tonique, cette propulsion n'est pas bonne, alors ça reste un peu posé là. Il y en a un petit peu qui coule, mais il y en a aussi qui restent là. Et c'est ça qui va ressortir de la bouche. Vous voyez, donc ça, c'est le deuxième... au niveau de la motricité linguale, donc cette propulsion. Ensuite, il faut que la base de ma langue, là, elle se lève. Et on voit ça chez les hommes, quand on voit l'élévation de la pomme d'Adam. Chez les femmes, on voit moins bien, mais on sent bien cette élévation, cette contraction, toute cette zone-là. Et l'élévation de la base de langue va en particulier permettre qu'il n'y ait pas de reflux nasal. Vous voyez, si ça ne se lève pas bien, je n'ai pas une bonne protection des fosses nasales, et c'est là où j'aurai un reflux nasal qui en plus fait très mal. Hein? Donc voilà, ça, il faut aussi regarder ce qui se passe. Et puis ensuite j'arrive au temps pharyngé. Et puis quand je veux mâcher, alors ça c'est une grande question. Comment je fais pour mâcher? Eh bien pour mâcher, contrairement à ce qu'on imagine souvent, c'est pas tant le problème de mes mâchoires qui est important. Ça, globalement, ça existe presque chez tout le monde. À partir du moment où on a des dents, les mâchoires entrent en jeu dans la mastication. Le problème pour mâcher, c'est la motricité latérale de la langue. Vous voyez, si je mets un morceau là, je croque, ou bien quelqu'un m'amène un morceau dans la bouche, mon morceau, il est sur ma langue, et pour le mâcher, encore faut-il que la langue sache le porter entre les mâchoires. Le gros problème de vos enfants, c'est qu'ils ont souvent une motricité qui est d'avant en arrière ou de haut en bas. Donc si j'ai un morceau sur la langue, qu'est-ce que je fais? Ben, je l'avale tout rond, ou bien je le repousse hors de la bouche, ou bien je le colle au palais. Et je ne sais pas, et quelquefois vous me dites, ben, je croyais qu'il avait mangé, et j'ai tout retrouvé là-haut. Voilà, en fait, ce qui est vraiment important à regarder, c'est est-ce qu'il peut porter les aliments sur le côté? Et s'il ne peut pas porter les aliments sur le côté, ben, est-ce que je peux, moi, les lui poser sur le côté? Ou est-ce que je peux l'inciter à les mettre sur le côté plutôt que de les mettre au milieu sur la langue? Au moins tant que sa motricité latérale de langue n'est pas parfaitement bien coordonnée. Et puis pour manger et pour déglutir, il faut évidemment aussi que j'ai une coordination, déglutition, respiration. Je vais en reparler parce que ça, c'est le temps pharyngé. Vous voyez que vous n'imaginiez sans doute pas en arrivant tous les efforts que vous faites à longueur de temps pour déglutir votre salive. Et ce midi, je ne suis pas sûre que votre repas va être aussi confortable parce que vous allez essayer de comprendre tout ce que vous faites à chaque cuillerée. C'est quand même un sacré effort. Alors, quand on a une hypotonie tronculaire, comme souvent vos enfants, quand on a souvent aussi une hypotonie buccale, on a de ce fait déjà une mauvaise posture globale. La mauvaise posture globale, c'est ce tronc un peu syphosé qui s'enroule. Le problème, c'est que si je ne tiens pas bien mon tronc, je ne tiens pas bien ma tête. Si je veux compenser le manque de tenue de tronc, si je veux redresser ma tête, pardon, excusez-moi, en fait, je fais souvent ça, d'accord? C'est-à-dire, comme je suis là, alors si on me dit, mais redresse-toi, facile à dire, plus qu'à faire, et alors pour me redresser, ce que je fais souvent, c'est que je fais ça, d'accord? Ce qui n'est pas génial non plus pour la déglutition, on va en reparler. J'ai une mauvaise fermeture buccale, si j'ai une hypotonie buccale, donc j'ai un bavage, j'ai une langue qui est souvent en position interdentale,
qui vient se caser là, au repos. Cette langue en position interdentale, elle risque fort à terme d'entraîner des problèmes orthodontiques, d'où l'importance avec les jeunes enfants, mais aussi avec les plus grands, d'essayer d'inciter l'enfant, chaque fois que c'est possible, sans combat évidemment, à remettre la langue dans la bouche pour éviter les béances orthodontiques qui deviennent une difficulté supplémentaire. Les aliments sortent de la bouche et Dieu sait que c'est quelquefois difficile à supporter quand l'enfant grandit, quand il est adulte, parce que c'est asocial. Et il faut essayer de trouver des aides et puis des moyens aussi, on va en reparler, pour que ce soit moins visible, parce qu'il y a cet aspect-là aussi. Et puis on a aussi un problème d'aspiration des liquides. Alors l'aspiration des liquides, je n'ai pas pensé à prendre un gobelet, où il y a une tasse qui est là. Merci. L'aspiration des liquides, vous voyez, et évidemment si je suis comme ça, il n'y est pas. D'accord? Alors on se dit, il n'arrive pas à boire dans ce gobelet, je vais lui donner. Et on verse. Et comme, on a versé suffisamment loin, mince, il fait une fausse route. On verse un peu moins loin, ça coule. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit, pour que ça coule pas, je vais lui demander de se redresser. Et on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure. Ou bien on se dit, il ne comprend pas, il n'arrive pas à se redresser, il est là. Je suis sûre que ça vous évoque quelque chose, ça. D'accord? C'est pas une bonne idée. D'accord? Si je vous fais ça à vous, vous ferez aussi une fausse route. Et du coup, vous refuserez la prochaine fois de boire. D'accord? En fait, pour boire, il faut absolument que j'ai une fermeture pour avoir le liquide au contact de la lèvre supérieure. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je peux aspirer mon liquide. Et on a des enfants, étonnamment beaucoup d'enfants, et d'adultes, qui sont capables de boire au gobelet à condition d'être dans un bon positionnement, et que je peux quelquefois faciliter. Et puis quand je bois, il faut aussi que j'arrête d'aspirer mon liquide pour déglutir et respirer. Sinon, c'est la fausse route. Oui. La manière dont vous êtes positionné là, parce que le deuxième, et c'est bien que vous me posiez la question parce que j'allais l'oublier, la deuxième idée qu'on a dans la tête, la première idée, c'est on vide facilement, on verse facilement dans la bouche. La deuxième idée qu'on a, c'est pour boire, on bascule la tête en arrière. Est-ce qu'on bascule la tête en arrière pour boire? Non? De temps en temps, hein. Si vous m'offrez une flûte de champagne tout à l'heure, je vais boire comme ça, moi. Je bois comme ça parce que je suis gourmande, parce que le champagne, il est dans un verre haut et étroit, et parce que j'ai un nez qui va bloquer. D'accord? Et comme je vais aller chercher ce qu'il y a au fond, je bascule la tête en arrière. Mais c'est uniquement un problème de récipient et de longueur de nez. D'accord? Et de gourmandise, je vous l'accorde. Mais ça veut donc... Par contre, quand j'ai pris le liquide, là, je ramène la tête en avant pour le déglutir, parce que je sais bien que si je reste là, je vais faire une fausse route. D'accord? Donc c'est vrai qu'il faut les aider à refermer la bouche, mais même pas là, vous voyez. Là, j'ai une cassure. Il faut les aider à refermer la bouche, mais là. D'accord? Comme ça, je veux... Là. Ou là, mais surtout pas là. Ok? Les difficultés donc peuvent être liées, on l'a dit, à une mauvaise motricité linguale qui fait que les aliments vont stagner dans la bouche, être collés au palais ou avalés sans mastication. Et quelquefois, on aura un reflux nasal parce que la base de langue n'est pas suffisamment contractée et levée. Et puis donc des problèmes de coordination, déglutition, respiration. Donc justement, ce temps pharyngé, donc les aliments, on les a passés dans la bouche, les boissons, la salive, voilà. On arrive à ce passage-là de la bouche vers le pharynx. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pharynx, c'est un carrefour. C'est un carrefour avec deux voies essentielles,
la trachée qui va vers les poumons, l'œsophage qui va vers l'estomac. On dit quelquefois que la nature est bien faite. Là, manque de bol. La première voie, c'est la trachée. Donc ça veut dire que quand je respire, ma trachée est ouverte. Quand je parle, elle est ouverte. Quand j'avale, il faut que la trachée se ferme pour que ce que je veux avaler passe au-dessus pour partir dans l'œsophage. D'accord ? Le problème, quand j'ai une difficulté de déglutition, c'est que si ma tête n'est pas bien positionnée, si je suis un petit peu hypotone aussi dans cette zone-là, eh bien, ma trachée risque fort de ne pas être parfaitement fermée. Si elle n'est pas parfaitement fermée, en particulier le liquide tombe un peu dans cette trachée chaque fois qu'il passe. Alors, je crois qu'il faut bien entendre qu'il y a des fausses routes massives que l'on craint à juste titre. Fausse route massive, c'est le morceau qui pénètre dans la trachée et qui bouche la trachée. Et forcément, c'est l'acte d'urgence avec la manœuvre de Heimlich quand on a fait du secourisme. Et puis appeler le SAMU en urgence parce que voilà, il faut aller vite. Ça n'est pas si fréquent que ça. Ce qui est beaucoup plus fréquent, ce sont des fausses routes minimes et répétitives quand on prend en particulier des aliments semi-liquides ou des liquides, parce que ça peut toujours tomber un petit peu dans la trachée, un peu dans les poumons et entraîner des pneumopathies, des encombrements, des problèmes ORL qui perturbent la vie de tout le monde. Les fausses routes, elles peuvent être aussi indirectes. Elles peuvent être indirectes quand j'ai des stases buccales. Il reste un peu de salive, il reste un peu d'aliments, des stases qui restent dans la bouche, des stases qui restent là au niveau du pharynx. Vous savez, quand on avale, nous, une semoule un peu sèche, régulièrement, un peu après les cuillères, on sent qu'il y a des petits grains qui restent là. Hein. Mais nous, on contrôle ça correctement. Si ces stases, si les vallécules là, se vident à un moment inattendu, on peut évidemment faire des fausses routes. Ce sont les fausses routes indirectes qui peuvent aussi être liées à un reflux gastro-œsophagien qui est quand même assez fréquent chez les personnes avec un syndrome d'Angelman et qu'il faut vraiment prendre en compte. Le temps œsophagien, donc je vous l'ai dit, il échappe à nos prises en charge. Le bol alimentaire est arrivé au niveau de l'œsophage, il descend jusqu'à l'estomac. Pour autant, il ne faut pas oublier que c'est à ce niveau-là que survient un éventuel reflux gastro-œsophagien. C'est important de le repérer. Le reflux gastro-œsophagien peut se terminer, c'est donc la remontée du contenu gastrique qui remonte dans l'œsophage. Ça peut remonter jusqu'à la bouche et se traduire par des vomissements. Je dirais que ça, c'est le reflux que l'on voit bien. Et donc, on alerte le médecin et on prend les dispositions utiles. Ce qui est plus pernicieux, c'est le reflux qui n'est pas trop vif et qui finalement remonte dans l'œsophage et redescend et qui quelquefois passe tout à fait inaperçu. On ne voit pas qu'il y a un reflux qui a provoqué peut-être une œsophagite. L'œsophagite qui est extrêmement douloureuse. Et si l'enfant n'a pas de capacité pour l'exprimer, vous voyez tous les contresens qui peuvent en découler. Là, j'ai vu un petit garçon la semaine dernière. Je l'avais bien installé. Voilà, je racontais des petites choses. Et il était super intéressé. Et puis, d'un seul coup, c'était et puis il se repositionnait, et puis on reprenait l'activité, et quelques minutes après, et j'ai tout de suite alerté en disant j'aimerais bien qu'on cherche le reflux, j'ai vraiment l'impression que ce gamin il a une œsophagite. Bon, ça s'est confirmé. En fait, il a une œsophagite, c'est très douloureux. Pour lui, il n'est pas capable de montrer que c'est là que ça fait mal. Hein. Et donc, c'est l'introduction des doigts qui, quelquefois, d'ailleurs, vont très loin. Et on fait quelquefois aussi des contresens en disant il cherche à se faire vomir, il se met les mains loin dans la bouche. La première question à poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose
de douloureux derrière, quoi, hein. Alors, que faire? Il y a plusieurs signes au reflux, hein. Donc, sur un seul signe, on ne peut pas dire c'est un reflux. D'accord? Par contre, on peut avoir une inquiétude. Les signes du reflux, je vous l'ai dit, par exemple, il y a le vomissement. Okay, ça, c'est celui qu'on repère le mieux. Il y a ce comportement qu'on a quelquefois du mal à interpréter. Par exemple, j'ai vu une petite fille, première cuillère, elle ouvre la bouche, deuxième cuillère, elle fait une grimace, troisième cuillère, elle envoie la compote au milieu de la pièce. Et on se dit, elle a des troubles du comportement, elle a un reflux alimentaire, elle est un peu anorexique. Non, elle a mal. D'accord? Non. Donc, ce type de comportement-là. Après, tout dépend aussi quand survient le reflux. Donc, ça peut effectivement être le fait de beaucoup porter à la bouche, le fait de mâchouiller sans arrêt, parce que voilà, on cherche à trouver. Je ne dis pas que tous ceux qui mâchouillent ont un reflux. D'accord? Je dis qu'il faut l'évoquer. Alors, les autres signes du reflux, ça peut être un problème d'haleine acétonique, mais c'est l'acétone, c'est pas le tonus. Je fais attention parce que j'ai une copie d'étudiant qui m'a dit que c'était une haleine acétonique. Donc, c'est pas ça. Ce qui est vrai aussi, mais bon. Les taches sur l'oreiller, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe? Comment? Les pleurs. Oui, bien sûr, les pleurs, la toux inexpliquée, il n'y a pas de rhino ni de quoi que ce soit, mais il pleure après le repas, la toux nocturne. Enfin voilà, il y en a tout un tas d'autres. J'ai donné à l'AFSA d'ailleurs une liste de signes possibles. Et quand on en a 2, 3, je crois qu'il faut s'interroger. L'éructation, les éructations fréquentes, bon, il y en a d'autres, hein, mais les otites, et les rhinorécidivantes, parce que ça peut être l'attaque, l'inflammation liée au reflux, le méricisme. On a l'impression qu'il rumine un peu là. Ça. L'examen le plus fiable, c'est la pH-métrie. Qui est pas, enfin après, on repère pas l'œsophagite, on repère le reflux. Hein. Sinon, pour l'œsophagite, c'est la fibroscopie, mais c'est un peu plus douloureux, un peu plus invasif. Mais déjà, si on fait une pH-métrie et qu'on repère qu'il y a un reflux, ben, on prend en charge, quoi. Comme ce reflux est extrêmement fréquent, quand on a des signes d'alerte, on peut quelquefois proposer le traitement sans même faire une recherche objective, qui est quand même un petit peu invasive. Mais sinon, la pH-métrie, moi j'aime bien la pH... Quand on c'est quelquefois on est un peu paumé. Moi j'aime bien la pH-métrie sur 24 heures, parce qu'elle permet de dire à quel moment survient le reflux, dans les situations graves. Hein? On introduit une sonde dans l'œsophage, on mesure le pH, et voilà. Donc ça permet de repérer un reflux. C'est tellement fréquent que très souvent, effectivement, on fait le traitement des preuves. Si les symptômes régressent, on dit c'était un reflux, il est traité. Si les symptômes persistent, à ce moment-là, on va essayer de valider effectivement le reflux, soit par une pH-métrie, soit une fibroscopie. Et là où on va aussi faire volontiers des examens complémentaires, c'est-à-dire la pH-métrie, c'est quand on a des signes un petit peu atypiques, notamment la toux, ou des manifestations respiratoires ou des otites. L'ORL nous dit que c'est un petit peu rouge, et donc là par contre, comme ce ne sont pas des signes digestifs au premier plan, on va aller chercher la preuve du signe digestif. C'est souvent comme ça qu'on fait. Ouais. Alors, on en reparlera demain, mais en fait, on traite surtout l'œsophagite parce que ça fait extrêmement mal et ça perturbe considérablement le quotidien, et ça, on a des traitements Inexium, Mopral, enfin, il y en a plusieurs. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'intervenir précocement sur ces troubles de déglutition? D'abord parce que j'attache beaucoup d'importance dans toutes les prises en charge, quel que soit l'âge de la personne justement, à faire que l'alimentation reste un moment le plus possible de plaisir, de relation et de confort. Pour moi, le moment du repas n'est sûrement pas un moment de rééducation.
Donc on facilite, mais on n'imagine pas rééduquer au moment du repas. Et pour que cette alimentation reste plaisir, l'idéal évidemment c'est d'intervenir le plus vite possible pour éviter tous les surhandicaps qu'on évoquait. La deuxième raison de la précocité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La déglutition, elle se construit jusqu'à 8 ans. Donc si on intervient dans les 8 premières années, on est plus dans l'éducation que dans la rééducation. Une autre raison, c'est, et ça j'ai beaucoup retrouvé dans vos témoignages, c'est que plus l'enfant est autonome, plus il devient difficile d'intervenir sur sa motricité buccale, bien sûr. Hein, il fait ce qu'il veut comme il veut et ça devient compliqué d'aller l'aider à refermer la bouche ou travailler sur la motricité de langue. Je vous ai dit aussi donc, que les troubles de motricité bucco-faciale peuvent entraîner des béances, des problèmes dentaires et que plus on intervient précocement, plus on évite ce genre de choses. Et puis, je vous disais tout à l'heure, beaucoup travaillé en néonatologie parce que je suis vraiment convaincue que quand on travaille sur la motricité bucco-faciale des petits, on a une influence, c'est vrai, sur la déglutition et sur l'alimentation, mais aussi sur la respiration. Quand on ne ferme pas la bouche, on ne respire que par la bouche et c'est quand même très inconfortable et source d'infections ORL fréquentes. C'est la motricité aussi de la communication non verbale. Si je ne ferme pas bien la bouche, mon sourire est plus difficilement perceptible. J'ai une mimique qui n'est pas non plus aussi expressive. Et puis, évidemment, cette motricité, c'est aussi celle de l'articulation quand elle est possible. Hein. Donc, les interventions précoces sur cette alimentation, cette déglutition, s'engagent aussi sur une prévention de tout un tas d'autres fonctions fondamentales. Pour autant, on peut intervenir à tout âge, avec forcément quelquefois plus de difficultés et moins d'efficacité. On intervient le plus possible en dehors des repas. En dehors des repas, en facilitant la fermeture de bouche. Pour moi, c'est une priorité. Quand j'ai la chance de voir un petit, c'est de travailler sur la fermeture buccale pour lui donner une respiration nasale. Et ça peut être un objectif fondamental de la prise en charge. Évidemment, on travaille la fermeture buccale en faisant tout un tas d'autres choses, en lui racontant une histoire, en chantant une chanson, en montrant un livre, en prenant des choses qui l'intéressent. De toute façon, moins il participe à cette respiration nasale et mieux c'est. Donc voilà. On travaille la motricité buccale en apportant des stimulations dans la bouche et sur les lèvres. Et puis, chaque fois que c'est possible, plus activement, par l'imitation, donc dans ce qu'on appelle les praxies bucco-faciales. Ce que je veux faire entendre, en particulier quand je travaille avec des professionnels, c'est que le travail n'est pas forcément actif et ne requiert pas forcément des capacités de compréhension et d'imitation. Ça, c'est le travail des praxies bucco-faciales, mais par ailleurs, il y a tout un travail plus passif qui peut se faire avec des tout petits ou des enfants qui ont moins de capacités d'imitation. Et puis, on facilite les repas. Alors, je vous disais tout à l'heure, le repas pour moi n'est pas un moment de rééducation. C'est un moment d'abord bien sûr de sécurité. Il faut essayer d'éviter les risques liés à la déglutition. C'est un moment de nutrition et d'hydratation. Et c'est un moment de confort, de plaisir et de relation. Et chaque fois que c'est possible, un moment d'autonomie, même si cette autonomie, on le verra tout à l'heure, est partielle et facilitée. Pour veiller à la sécurité, il faut trouver une installation qui limite le risque de fausse route. Donc on veille à ce que la tête soit toujours en légère flexion par rapport au tronc. Un objectif prioritaire des installations, c'est de ne pas laisser une cassure à la nuque. Et puis assurer une stabilité maximale. Nourrir et hydrater, évidemment, c'est en veillant à l'équilibre alimentaire. Et je crois qu'à ce niveau-là, il ne faut pas hésiter à consulter un nutritionniste ou un diététicien qui vous donneront des conseils éclairés sur les besoins de votre enfant. Plaisir, confort et relation, c'est aider la prise alimentaire. Aider, c'est faciliter.
sans combat, c'est quelquefois le plus difficile avec ceux qui grandissent. Hein. Mais avec les petits, c'est relativement simple. Encore une fois, je ne vais pas lui dire « ferme la bouche, rentre la langue », etc. Je vais l'aider à fermer la bouche et l'aider à gérer la motricité de sa langue. Je vais l'aider à prendre des liquides au gobelet. Je vais aussi adapter les saveurs à sa sensibilité, saveurs et textures. S'il est hyposensible, ça veut dire que je vais, par exemple, renforcer des épices pour donner des informations suffisantes. Au contraire, s'il est hypersensible, donner des aliments un peu moins contrastés, plutôt tièdes et pas trop goûteux. Je vais veiller à la présentation de l'assiette parce qu'on mange d'abord avec les yeux, vous le savez bien, et que quand on donne une alimentation mixée, il faut s'efforcer de proposer une assiette jolie à regarder et appétissante, et pas le bol ou la petite barquette de mixé. Ça, je me bats dans les établissements contre cette démarche-là. Toujours respecter la fatigabilité de l'enfant et son rythme digestif, et puis veiller à l'image que l'enfant donne, que l'adulte donne. Je me bats aussi contre les bavoirs, en particulier si ce sont des bavoirs avec des Mickey ou des Schtroumpfs pour une personne qui a 30 ans. Même si on me dit que c'est la meilleure éponge qu'on ait trouvée, vous voyez, non, non. Alors, ça peut être remplacer un bavoir par un bandana. Il y a maintenant des bandanas qui sont très bien faits, de jolies couleurs, qui sont doublés de plastique. Ça se fait aussi très facilement. Je suis allée dans un IME, j'ai vu un petit garçon, j'ai parlé des bandanas, et quand je suis revenue dans cet IME, le directeur me dit, il y a la maman de Pierre qui est là, avec la grand-mère d'ailleurs, et qui était là en me disant, on est venu voir si nos bandanas ça va, parce qu'on en fait pour tous les enfants de l'IME. Elles étaient super contentes. Et moi je trouve que c'est vraiment aussi le moyen d'impliquer des parents sur des choses simples à réaliser et qui, je peux vous garantir, donnent un autre look. Quelquefois on se bat aussi sur l'enfant bave et il ne s'essuie pas la bouche. Il s'essuie d'autant moins la bouche qu'il finit par ne plus sentir qu'il a son menton mouillé. Si vous lui mettez, vous voyez, des petites choses toutes bêtes, un petit bracelet de tennisman, là, hein, qu'on peut aussi fabriquer soi-même pour qu'il soit plus large, si ça ne suffit pas. La plupart des enfants, ça, ils savent faire, d'accord ? Ça leur évite d'avoir un mouchoir dans la main ou d'aller chercher un mouchoir et du coup de l'oublier. Et voilà. Et là, vous pouvez les inciter à s'essuyer la bouche. C'est une démarche rééducative tout à fait intéressante. Il faut essayer, quoi. Quand c'est possible, je pense que c'est une bonne stratégie d'autocontrôle progressif. Hein ? Alors, comme je n'ai plus beaucoup de temps, je ne vais peut-être pas vous montrer toutes mes vidéos. Là, j'ai Camille qui mange à la cuillère. Donc, Camille, c'est une enfant qui a le syndrome d'Angelman. Une question, les parents de Camille ne sont pas là ? Bon, parce que sinon, je leur aurais quand même donné un petit mot de présentation. Donc Camille, elle a 5 ans, elle est suivie dans un CESAD, c'est là où je l'ai vue avec sa maman et les professionnels qui travaillent avec elle. C'est une enfant qui se débrouille pas mal du tout. Donc elle mange à la cuillère de manière autonome. Ça, vous voyez, ça coule un petit peu là. Faut dire que là quand même c'était de la chantilly, donc elle adore. Et elle se débrouille pas mal du tout pour manger à la cuillère. Voilà. Ici, on la voit qui mange une crêpe. Et une crêpe, c'est ce que j'appelle des morceaux tendres. D'accord ? Donc, on a essayé de l'inciter à mettre les morceaux un peu sur le côté. Elle commence à le faire pas si mal. Évidemment, il n'est pas question de lui donner une entrecôte. D'accord ? Sa mastication n'est pas suffisante. Par contre, tout ce qui est morceaux tendres, elle peut maintenant les mâcher et elle a une motricité de langue qui commence à bien se mettre en place. Voilà, alors elle est un peu lente, mais... Et quand on regarde sa motricité de langue, on voit qu'elle est bien capable de commencer à porter.
voyez, elle va directement là. Hein. Ça, c'est vraiment les efforts de maman sur cette démarche-là. Alors, pour boire, elle en est encore à prendre le biberon. Et maman dit bien, et bon, voilà, là, je vais passer, ça n'a pas un intérêt majeur, mais on voit bien qu'en réalité, elle ne tète pas le biberon, elle mord la tétine, qui a un gros trou, et ça n'a vraiment qu'un intérêt très relatif. Donc, en fait, ce que j'essaye là de faire à ce moment-là, c'est de l'aider à boire au gobelet. D'accord? Donc, je facilite, je lui ai un petit peu expliqué, je l'ai prise sur mes genoux. Et là, j'essaye. Alors, ce qui est intéressant à comprendre, je vais quand même prendre 2 minutes là-dessus, c'est que le plus difficile à boire, c'est l'eau plate. Parce que c'est très peu goûteux, c'est très liquide. Et on est trop souvent sur l'idée que, s'il n'y a pas de possibilité à l'eau plate, c'est l'eau gélifiée, etc. D'accord? Alors qu'entre deux, il y a tout ce qui est sucré et ce qui est pétillant. En fait, il y a des informations au niveau buccal. Si c'est sucré, c'est beaucoup plus informatif. Si c'est pétillant, c'est plus informatif. Donc, et puis, il y a la consistance, et puis il y a la température. Donc là, j'essaye de lui donner un peu de jus d'orange, mais ça reste extrêmement difficile. En fait, elle souffle dans le verre plus qu'elle n'aspire. Mais vous voyez que c'est moi qui l'aide à fermer la bouche. Je ne lui dis pas « ferme la bouche », je veille au maintien de sa tête. Néanmoins, le jus d'orange, ça reste compliqué. Vous voyez, elle souffle, elle crache, voilà. Et donc, j'essaye finalement avec de l'eau gazeuse pour voir si les bulles sont plus informatives pour elle que le sucre. Et là, ça se passe finalement très bien. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur un apprentissage. Hein, que maman a essayé de refaire juste après, qu'elle a fait très bien. Et là, donc, Camille est toute contente parce qu'effectivement, elle a pris son eau et que ça se passe bien. Donc, je vous ai dit eau plate, eau gazeuse ou eau avec du sirop. Et ce qui est encore plus facile, c'est ce qui allie les deux, c'est-à-dire le Coca-Cola, par exemple. Je savais que j'allais avoir des réactions dans la salle, qui est à la fois sucré et gazeux. Il y a aussi du coca sans sucre, il y a du coca sans caféine. Et puis vous voyez, quand je vais dans des établissements pour ados et adultes, et qu'on me dit « Oh, voilà un peu votre réaction, on va quand même pas leur donner du Coca-Cola », moi je leur dis que personnellement, j'ai 3 fils, je suis pas du tout culture coca, et je ne suis pas du tout culture ketchup, donc j'en achetais jamais. Ça ne les a pas empêchés, quand ils ont eu 12-13 ans, d'aller acheter leur coca et leur ketchup. Et j'ai eu beau leur dire, mais attends, c'est une cochonnerie, etc. Ils ont quand même eu leur phase coca et ketchup. Alors après, il faut aussi réfléchir en termes de surpuissance. Vous voyez, quand on est dans le domaine du handicap, voilà, qu'est-ce qui m'autorise à les empêcher de vivre tout ça ? Et alors, si en plus c'est plus facile de boire du coca qu'autre chose, enfin voilà, pour autant je déteste le coca, hein, mais voilà. Alors, toutefois, je crois que c'est à mesurer. Si avec l'enfant, l'eau pétillante passe bien, moi je serais d'avis d'encourager l'eau pétillante, avec de temps en temps des extras, comme pour tous les gamins, tout simplement parce que c'est pas cariogène. Et on a beaucoup d'enfants qui, très très jeunes, ont des dents déjà très très cariées quand justement il y a eu le sirop grenadine, le sirop d'amande, le coca, machin. Est-ce qu'elle est hyperactive? Pardon? Est-ce qu'elle est hyperactive, Camille? Excusez-moi. Est-ce qu'elle est hyperactive, Camille? Camille, là vous allez voir que j'essaye de lui tenir la bouche, parce que mon idée c'est aussi hors repas, dans différentes activités, de lui tenir la bouche. Elle n'aime pas trop ça, hein, donc c'est un peu la bagarre. Par contre, comme souvent avec des enfants de cet âge-là, moi je joue beaucoup sur l'enveloppe corporelle en fait, hein, sur ma voix, sur une motricité douce, et on s'aperçoit qu'on arrive peu à peu à les canaliser et à obtenir ce genre de choses. Donc là, vous voyez, regardez, là, elle bagarre.
Et par rapport à l'eau gazeuse, est-ce que c'est le fait des bulles qui l'aide à... Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est une information. Je vous ai parlé de la sensibilité intrabuccale. Ouais. L'information transmise au niveau du bulbe est plus importante parce qu'il y a des bulles, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Bon, vous voyez que là, elle n'est pas simple à tenir, mais que pour autant... ouais, voilà, et puis après, je vais... Là, on est toujours un peu dans la bagarre. Mais regardez, finalement, on arrive quand même à tenir un petit moment. Alors, avec le souffle, pourtant, par ailleurs, j'ai la maman qui me pose des questions à côté. Hein, donc, je ne suis pas complètement centrée. Et puis, l'orthophoniste, donc voilà. Mais vous voyez que finalement, elle se calme. Mais dans une posture très enveloppante, avec ma voix, etc. Quoi. C'est pas... Et puis, ça n'a pas duré 3/4 d'heure non plus. Hein. Oui, est-ce que c'est embêtant de les laisser au biberon s'ils se débrouillent bien au biberon? Est-ce qu'il faut absolument les passer au verre? Ben, le problème du biberon, c'est qu'il renforce la déglutition atypique que j'évoquais tout à l'heure, et que donc, sous prétexte de biberon, on a la langue qui pousse en avant d'autant plus, et qu'on a les risques de béance et des difficultés pour passer à une alimentation plus normale. Les gobelets à couvercle là et à bec, je ne les utilise, sauf après, voilà. Hein, mais si je suis sur un processus développemental, d'accord, je ne le propose que si l'enfant sait boire au verre, d'accord. Sinon, il tète le bec. Et alors après, j'aime bien ce type de gobelet dans une démarche d'autonomie. Okay, au même titre que la paille quand elle est possible, etc. Mais si on donne ça tout de suite, le risque, c'est que finalement, il tète le petit bec, là, et qu'on revienne au biberon avec quelque chose en plus qui n'est pas bien fait pour ça. Mais après, on est pris, effectivement, hein, par les objectifs autonomie ou non. Alors, je voulais aussi dire, parce que je crois que c'est important, que le repas, c'est aussi, comme c'est un moment important pour les enfants, c'est aussi là, bien souvent, qu'on peut commencer les démarches de communication. Et donc là, je ne passe pas la vidéo, mais vous voyez qu'ici, Rémi a une petite tablette avec quelques symboles, enfin quelques photos en l'occurrence, et que comme il a soif, il montre d'abord son verre, et la dame qui est en face de lui lui montre la tablette, et il va bien chercher le symbole, et il le donne. Voilà. Et ça, je pense que le repas, c'est le bon moment pour faire passer ce genre de démarche. Voilà, et puis donc le repas, c'est aussi une démarche, on essaye au maximum d'aller vers l'autonomie. Merci Dominique.